Les mathématiques arabes d'abord, européennes ensuite, ont hérité des Grecs 4 livres majeurs. Dans l'ordre chronologique, l'Organon d'Aristote pour la logique, les éléments d'Euclide pour la géométrie, l'Almageste de Ptolémée pour l'astronomie et les arithmétiques de Diophante. L'histoire du dernier est beaucoup plus compliquée que celle des 3 autres. Elle commence avec les Arabes. Parmi les premières grandes réussites de la science arabe, on peut compter l'invention de l'algèbre par Al-Khawarizmi. Pour la première fois dans l'histoire, on traitait par une méthode générale non pas un ou deux problèmes particuliers, mais toute une classe de problèmes, toutes les équations qui contenaient des nombres, une inconnue et son carré. Dans notre langage, les équations du second degré. Mais des problèmes d'équation, on en a posé de tout temps et dans toutes les civilisations. En Mésopotamie, en Égypte, bien sûr en Grèce, et tout particulièrement chez Diophante. Ces arithmétiques contiennent des centaines de problèmes qui sont autant d'équations ou de systèmes d'équations allant beaucoup plus loin que le second degré. Mais chacun de ces problèmes est particulier. Et si on peut reconnaître chez Diophante certaines méthodes générales de réduction, il n'y a pas de traitement systématique. Constantin, fils de Luc, natif de Balbec, c'est ce que signifie son nom. C'était un chrétien syrien dont la langue maternelle était le grec. Il connaissait aussi l'arabe et le syriaque. Il a écrit des livres de médecine et d'astronomie, puis il s'est rendu à Bagdad où il a fait carrière comme traducteur de livres grecs. Sa traduction des arithmétiques de Diophante en arabe a fait autorité et elle a été recopiée par la suite. La version qui nous est parvenue date de 1198. Vous voyez la première page. Le paradoxe est que, pour les Arabes, la traduction de Costa in Lucca venait environ 3/4 de siècle après l'algèbre d'Al-Khawarizmi, de sorte que Diophante leur apparaissait comme plus récent. Et comme à première vue on y voyait une collection de problèmes, dont chacun posait une équation ou un système d'équations, et c'est tout naturellement que Costa in Lucca a intitulé sa traduction L'art de l'algèbre. Et l'anachronisme n'a choqué personne. Dans les 2 siècles suivants, les successeurs d'Al-Khawarizmi, comme Al-Karaji, Al-Samawal, Al-Khayyam, ont développé des techniques de résolution d'équations. Et ils ont tous considéré Diophante comme un précurseur de l'algèbre. Prenons comme exemple Al-Karaji. Il connaît parfaitement non seulement l'algèbre d'Al-Khawarizmi, les arithmétiques de Diophante, mais aussi les éléments d'Euclide. Il maîtrise donc les techniques géométriques euclidiennes qui interprètent les nombres comme des longueurs ou des surfaces. Le programme d'Al-Karaji est expliqué de façon particulièrement claire par son successeur, As-Samawal. Il donne en fait une définition de l'algèbre. Il s'agit d'opérer sur les inconnus en utilisant tous les outils de l'arithmétique de la même manière que l'arithméticien opère sur le connu, c'est-à-dire sur les nombres. Opérer sur les inconnus et leurs puissances successives, c'est développer la notion de polynôme. Pour Al-Karaji, As-Samawal et d'autres après eux, les calculs abstraits sur les polynômes étaient destinés à remplacer de plus en plus les démonstrations géométriques à la Euclide, encore très présentes chez Al-Khawarizmi. Mais cette manière de voir oubliait un aspect pourtant crucial chez Diophante. Certes, les arithmétiques de Diophante étaient bien une collection d'équations algébriques à résoudre.
mais avec une différence majeure par rapport à l'algèbre telle que nous la connaissons. Il n'y était question que de coefficients entiers, et les seules solutions cherchées étaient soit des entiers positifs, soit des rapports d'entiers, c'est-à-dire pour nous des nombres rationnels. Certains mathématiciens arabes vont, au contraire des algébristes, développer l'aspect purement arithmétique, ce qu'on appelle de nos jours l'analyse diophantienne. L'un d'entre eux est cet Al-Khazin, dont vous voyez un portrait imaginaire. Il connaît parfaitement l'algèbre et les irrationnels. Il a même écrit un commentaire au livre 10 d'Euclide dont je vous parle ailleurs, où il montre clairement qu'il a compris le problème de manipuler des expressions polynomiales contenant des quantités irrationnelles. Mais il choisit aussi de développer l'aspect arithmétique. En particulier, il traite à fond dans un mémoire la question de base qui revient dans de nombreux problèmes chez Diophante: trouver des triplets pythagoriciens. Dans les éléments d'Euclide, la question est résolue dans le livre 10 et Al-Khazin le sait parfaitement. Trouver deux nombres carrés de manière que leur somme soit un carré. Oh, il n'est pas simple de vérifier que la solution que donne Euclide est correcte, mais c'est le cas, bien sûr. En termes modernes, Euclide dit que x, y, z est un triplet pythagoricien s'il existe deux entiers m et n, tels que x égale 2mn, y égale m2 moins n2 et z égale m2 plus n2. Et vous voyez pourquoi c'est vrai. La caractérisation exacte passe par la notion de triplet primitif, c'est-à-dire tel que x, y, z sont premiers entre eux. Si on suppose x et y premiers entre eux et x pairs, alors il faut et il suffit qu'il existe des entiers m et n de parité opposée, premiers entre eux tels que m plus grand que n, x égale 2mn, etc. À partir de là, Al-Khazin se lance dans une discussion extrêmement poussée et une classification précise de tous les triplets pythagoriciens. Il donne même plusieurs tables dans son mémoire. Voici un des premiers résultats. On peut trouver un nombre pair qui se divise en deux parties dont on peut extraire la racine, c'est-à-dire en deux nombres carrés. Mais ce nombre pair sera double ou multiple d'un impair qui le précède, et qui se divise en deux parties dont on peut extraire la racine. En clair, un triplet pythagoricien dont le plus grand nombre est pair ne peut pas être primitif. Al-Khazin va ensuite généraliser, en étudiant les congruences des triplets, ce qui est une nouveauté en arithmétique. Puis, il ajoute une remarque. Quant au but de la connaissance de ces triangles, c'est de trouver un nombre qui a une racine, et tel que si on y ajoute un certain nombre, la somme a une racine, et si on retranche le même nombre, le reste a une racine. Cette phrase n'a pas l'air importante, mais Al-Khazin affirme que trouver des triplets pythagoriciens sert à résoudre le problème des nombres congruents, à savoir trouver trois carrés x2, y2, z2 en progression arithmétique. C'est une observation cruciale. 2 siècles et demi plus tard, ce sera le point de départ du Liber Quadratorum de Fibonacci, le livre des carrés. Oh, les savants arabes ont remarqué très tôt une absence criante parmi les très nombreux problèmes de Diophante. Trouver un cube qui se partage en deux cubes. En termes modernes, trouver trois entiers x, y, z tels que x3 plus y3 égale z3. Silence complet chez Diophante là-dessus, comme sur le problème analogue des puissances supérieures. Oh, difficile d'imaginer qu'il n'y avait pas pensé.
Nombreux sont les savants arabes qui vont affirmer que c'est impossible et essayer en vain de le démontrer, quitte à s'accuser les uns les autres avec un peu d'ironie. J'ai déjà expliqué que les arguments qu'avait proposés Abou Mohamed al-Khoujandi, que Dieu lui soit miséricordieux envers lui, dans sa démonstration que de l'addition de deux nombres cubes il ne résulte pas un nombre cube, sont défectueux et inexacts, et que la règle qu'il a donnée pour la connaissance des triangles rectangles à côté rationnel est particulière et non générale. Allons bon. Bien, résumons. Les Arabes ont abordé Diophante avec deux outils, Al-Khawarizmi et Euclide. Ils les ont utilisés pour développer d'une part l'algèbre, d'autre part l'arithmétique. Et en Europe, que se passait-il? Eh bien, rien. L'organome d'Aristote avait été intégré dans la scolastique par saint Thomas d'Aquin. Les éléments d'Euclide étaient la base du système éducatif universitaire. Toute l'astronomie suivait le système de Ptolémée. Mais les arithmétiques de Diophante, personne ne connaissait, jusqu'à la Renaissance. Quant à la question de savoir s'il faisait ou non de l'algèbre, elle n'inquiétait pas grand monde jusqu'au XIXe siècle. Voici les hésitations de Montucla dans la toute première histoire des mathématiques, parue en 1758. Le fameux Diophante d'Alexandrie, l'inventeur de l'algèbre, ou du moins le premier écrivain de l'Antiquité, dans les écrits duquel on trouve trace de cette ingénieuse invention. Son ouvrage est intitulé Questions arithmétiques. Oh, le temps où il vivait n'est pas connu bien précisément. Oh, là, il a raison. On n'en sait toujours pas beaucoup plus sur Diophante. Quelques lignes plus loin, il n'est pas possible de déterminer si Diophante fut l'inventeur de l'algèbre. Quelques mots qu'on lit dans son épître préliminaire semblent le dire, mais examinés avec attention, ils paraissent se rapporter également à la méthode particulière qu'on voit régner dans son ouvrage, de sorte qu'il n'en résulte aucune lumière pour fixer notre incertitude sur ce point. Au XIXe siècle, par contre, nombreux sont ceux qui vont trancher la question. Pour eux, il n'était pas envisageable que la science européenne doive quoi que ce soit à quiconque en dehors des Grecs. Les Indiens et les Arabes, eux aussi, avaient forcément tout appris des Grecs. Il n'est donc pas impossible que les principes de l'algèbre grecque aient été connus des Arabes, et surtout des Persans bactriens, au milieu desquels était né, comme son surnom l'indique, Mohamed ibn Moussa al-Khawarizmi. Quoi qu'il en soit, sa méthode est purement grecque. C'est un fait qui s'impose avec toute la brutalité ordinaire d'un fait. Rodé sait que la traduction arabe de Diophante est postérieure à Al-Khawarizmi, et il le dit. Mais les faits ne suffisent pas à le faire douter de ses préjugés. Le premier à parler de Diophante en Europe est Regiomontanus. Il s'appelait Müller, mais il était natif de Königsberg, la montagne du roi, d'où son surnom latin. C'était un astronome et aussi un mécanicien réputé. On lui prête des exploits tellement extravagants que Montucla en est gêné. Ramus lui attribue des ouvrages si extraordinaires qu'ils l'emportent encore sur les productions les plus merveilleuses de nos mécaniciens modernes. Telle est une mouche artificielle qui, sortant de la main de son maître, faisait le tour d'une table et venait se poser à l'endroit d'où elle était partie. Il parle encore d'un aigle qui, dit-on, alla au-devant de l'empereur et qui l'accompagna jusqu'à l'entrée de sa ville. Mais comme le remarque M. Wadler, outre que cela n'est appuyé du récit d'aucun auteur contemporain, il y a de la crédulité à ajouter foi à de pareils contes.
Il y avait à Venise en ce temps-là un certain cardinal Bessarion, qui était né dans l'empire chrétien d'Orient et qui avait vécu à Constantinople. C'était un helléniste distingué. En janvier 1464, déjà, Regiomontanus écrivait qu'il avait trouvé dans la collection de Bessarion à Venise un manuscrit de Diophante. Il écrit: si cet ouvrage, qui est réellement très remarquable et fort difficile, pouvait être retrouvé en entier, je voudrais le traduire en latin. Mais cette traduction ne se fera pas avant encore un bon siècle. Et pour vous donner une idée de l'état d'esprit des Européens au XVIe siècle, avant Viette et Descartes, j'ai choisi Pedro Nunes. Les Portugais le considèrent comme un de ceux qui ont le plus contribué à l'épopée maritime de leur pays au XVIe siècle. Il figure sur ce monument à la gloire des découvertes portugaises. C'est le troisième en partant de la gauche, celui qui tient la sphère armillaire. Et il est aussi l'inventeur d'un astrolabe perfectionné qui porte son nom, le Nonius. En 1567 paraît ce livre d'algèbre en arithmétique et géométrie. Il est écrit en espagnol pour des raisons de plus grande diffusion, explique-t-il. Mais la dédicace est en portugais. Algèbre est un nom arabe qui signifie restauration, car en retirant, ajoutant et restaurant, nous parvenons à connaître ce que nous cherchons. Il semble, à d'autres, que cela s'appelle ainsi car l'inventeur de cet art fut un mathématicien mort dont le nom était Gèbre, et qu'il y a dans certaines librairies un petit traité en arabe qui contient les chapitres que nous utilisons. Clairement, Nunez n'a lu aucune traduction du livre d'Al-Khawarizmi. Il ne connaît pas non plus Diophante, qu'il ne cite que par ouï-dire. De plus, Jean de Monterregio, c'est-à-dire Regiomontanus en latin, dans une oraison qui décrit les mathématiques, fait mention des livres que Diophante, auteur grec de cet art, a écrits, mais qui ne sont pas encore divulgués. Or, Nunes le dit lui-même, ce qu'il sait de l'algèbre, il le tire de la Summa Arithmetica de Fra Luca Pacioli. En Italie, à la suite du Liber Abaci de Fibonacci, s'était développée une tradition de livres d'arithmétique pratique, dite commerciale, qui incluait, comme l'avait fait Fibonacci, des résolutions d'équations. Ce n'était pas tout à fait de l'algèbre à notre sens, mais il y avait tout de même une notion d'inconnu, que l'on appelait la cause, la chose. En quelques années après Nunes, tout va changer. En 1572 paraît le chef-d'œuvre de Bombelli, l'Algébra. Il résume et prolonge tous les efforts des Italiens, Tartaglia, Cardan, Ferrari, pour résoudre les équations du troisième et du quatrième degré. Il contient aussi pour la première fois une affirmation des quantités imaginaires avec leurs règles de calcul. Dans la troisième partie, Bombelli inclut des traductions de problèmes de Diophante qu'il cite effectivement. Et c'est la première traduction de Diophante à paraître en Europe. Presque aussitôt, en 1575, paraît la traduction de Holtzmann ou Xylander de son surnom grec. Et 10 ans plus tard, Stevin traduit en français les 4 premiers livres et adapte la solution à ces toutes nouvelles notations. L'algèbre moderne est en train de naître, elle n'attend plus que Viette. Claude Gaspard Bachet de Méziriac est né après la mort de Xylander, et ses connaissances en latin et grec lui ont valu un fauteuil à l'Académie française. Oh, il est conscient des faiblesses de la traduction de Xylander, alors il prépare soigneusement la sienne
et lui ajoute ses commentaires mathématiques. Le livre paraît en 1621. Il s'intitule, comme vous le voyez, De Diophante d'Alexandrie, arithmétiques en 6 livres et nombres polygonaux en 1 livre. Et là, nous avons un gros problème, car voici ce que dit Diophante dans l'introduction. Il cherche à faire un livre de problèmes pour l'enseignement et il l'a donc organisé de façon pédagogique. Comme ces propositions sont très nombreuses et de grande ampleur, et que de ce fait elles sont lentement ratifiées par ceux qui les abordent, et qui ne sont pas secondées par leur mémoire, j'ai essayé de diviser celles qui sont susceptibles de l'être, et surtout de faire le départ de celles qui, au début, se rattachent aux éléments en procédant, comme il convenait de le faire, des plus simples aux plus compliqués. Elles deviendront ainsi plus accessibles pour les commençants, et leur développement se fixera dans la mémoire. Leur élaboration sera réalisée en 13 livres. Ah, alors comme ça, il y avait 13 livres, hein? Alors pourquoi donc n'en a-t-on retrouvé que 6? Jusqu'au XXe siècle, les théories les plus farfelues se sont affrontées. Certains disaient: oh, mais non, c'est juste une question de découpage. Si chacun des 6 livres est divisé en 2, ça fait 12, plus le livre sur les nombres polygonaux, le compte y est. L'hypothèse la plus drôle vient du meilleur historien français des sciences de son temps, Paul Tannery. Voici ce qu'il écrit. Nous savons que vers la fin du IVe siècle ou le commencement du Ve, il fut commenté par Hypatie. À la prolixité des commentaires de cette époque, on peut bien supposer que le travail ne fut pas plus complet que celui de Tosius pour Apollonius, et qu'il se borna à 6 livres. Il en résulte une édition restreinte, à laquelle s'ajouta, pour compléter le volume, le livre des nombres polygones, et c'est de cette édition que proviendrait l'original de nos manuscrits. Seulement, et c'est la différence avec l'Apollonius de Tosius, dans l'original en question, le commentaire d'Hypatie a été supprimé. Ben voyons, c'est de la faute d'Hypatie. Elle a commenté les 6 premiers livres, et ce sont les seuls qui sont restés. Accessoirement, il n'existe aucune trace de son commentaire, et on n'est même pas sûr qu'elle l'ait écrit. Eh bien, pas du tout. Au début des années 1970, Rojdi Rached a retrouvé en Iran 7 livres de la traduction de Kusta Imluka. Les 3 premiers étaient les mêmes que les 3 premiers livres connus en grec. Les 4 suivants s'inséraient avant les 3 derniers précédemment connus. C'était un pas de géant qui a révolutionné notre vision de Diophante. Bon, il en manque tout de même encore 3 sur les 13. Alors, si vous avez l'occasion de jeter un œil, la traduction de Bachet est celle à partir de laquelle les recherches se sont effectuées jusqu'au XXe siècle. Pierre de Fermat l'avait acheté, soigneusement étudié, et il avait noté à la plume, en latin, ses observations dans la marge. En 1670, après la mort de Fermat, son fils Samuel réédite le livre de Bachet, en y ajoutant les observations de son père. Voici la page de garde. Le livre commence par rassembler quelques témoignages élogieux, puis il en vient aux arithmétiques de Diophante. Vers le début du livre 2, la proposition 8 demande de décomposer un carré en 2 autres carrés. Oh, rien que de très banal. C'est le problème du triangle pythagoricien. Et là, Fermat ajoute dans la marge: décomposer un cube en 2 autres cubes, une 4e puissance et généralement une puissance quelconque
en deux puissances de même nom au-dessus de la seconde puissance est une chose impossible. Et j'en ai assurément trouvé l'admirable démonstration. La marge trop exiguë ne la contiendrait pas. Et ça, vous voyez, ça a énervé tous les mathématiciens pendant 3 bons siècles. Et là, ça serait le bon moment pour vous raconter l'histoire de Fermat. Mais je ne peux pas. La marge trop exiguë de ce fichier vidéo ne la contiendrait pas.